Bonsoir à toutes et à tous. La bibliothèque Gulbenkian de la Fondation Carlos Gulbenkian, délégation en France, est ravie d'accueillir ce soir André Bell et Paul Teixeira-Yumati pour la présentation du livre Morte e ficção do rei Dom Sebastião, Mort et fiction du roi Sébastien, paru aux éditions Tinte de Chine que nous saluons chaleureusement. Bonsoir à toutes les deux. Nous vous remercions toutes et tous d'être là ce soir pour assister à cette rencontre à laquelle vous pouvez participer en posant vos questions sur le chat de la plateforme Zoom. Nous transmettrons vos questions à nos invités qui auront le plaisir de vous répondre. Alors, vous pourrez solliciter la parole. Mais avant de passer la parole à nos deux invités, une petite présentation. André Bell, vous êtes maître de conférence dans le département de portugais de l'Université Rennes 2 depuis 2006. Historien, vous faites partie de l'unité de recherche en histoire Tempura, rattachée à l'Université Rennes 2. Vous travaillez sur l'histoire de l'information à l'époque moderne, en particulier sur la Gazette de Lisbonne. Depuis 2013, vos recherches portent principalement sur l'histoire politique et socioculturelle du Portugal pendant l'union dynastique entre 1580 et 1640. Récemment, vous avez soutenu votre habilitation à diriger des recherches sur les origines du sébastianisme et le cas du faux roi Sébastien de Venise dans la publication Morte e ficção do rei Dom Sebastião, paru aux éditions Tinte de Chine en 2021, que vous nous présentez ce soir, est l'aboutissement en version portugaise de cette recherche. Quant à Paulo Teixeira-Yumati, que nous sommes ravis de retrouver, car nous avons eu le privilège de vous accueillir au mois de novembre de l'année dernière pour la présentation de votre livre Cantos de Guerra, Cantadores Negros e as disputas em torno do género do marco 1870-1930, paru aux éditions Alameda en 2020. Vous êtes professeur des universités à l'Université Sorbonne Nouvelle depuis 2019, responsable du programme de master études lusophones et co-dirigé le Centre de recherche sur les pays lusophones CREPAL. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nos deux invités d'aujourd'hui vont aborder l'un des sujets les plus sombres de l'histoire du Portugal. En 1568, Dom Sebastião est mort dans la bataille d'Alcácer-Quibir. Dès le lendemain de la défaite, des rumeurs sur la survie du jeune roi commencent à courir. C'est à partir de la difficulté d'assimilation d'une défaite catastrophique dans la culture nationale, d'une possibilité de deuil, qu'André Bell entreprend une enquête inédite et approfondie sur la mort royale, les processus de diffusion et l'imposture sébastianiste de Venise. L'histoire, la mémoire collective et l'identité nationale semblent indissociables dans ce contexte spécifique. Je laisse d'ores et déjà la parole à nos invités et merci à tous les deux. Merci beaucoup. Je vais commencer. Je vais parler avec mon collègue et ami Paul pour qu'on s'organise comme ça. Et donc, je vais commencer évidemment par des remerciements à l'organisation, à la bibliothèque Gulbenkian, où j'ai travaillé longtemps, surtout quand j'habitais à Paris, et pour faire ma thèse. Et après, d'une façon plus intermittente, mais quand même régulière, j'y suis allé, j'ai fréquenté, et surtout j'ai eu l'aide toujours sans faille et impeccable, je dirais, des bibliothécaires. Donc c'est vraiment du fond du cœur que je remercie cette institution indispensable pour nous qui travaillons dans le domaine des études portugaises en France. Et j'aimerais aussi remercier Paulo Teixeira-Yumati pour avoir accepté d'être présent et de présenter aussi ce livre. Paulo Teixeira-Yumati a été présent dans la discussion de l'ouvrage en français qui faisait partie de mon dossier de habilitation à diriger de recherche. Et il est aussi, donc, en tant que co-directeur du CREPAL, enfin, je suis associé au CREPAL et j'ai une très bonne collaboration avec ce groupe de recherche à Paris 3. Et j'aimerais remercier aussi les personnes qui sont là,
qui ont manifesté par cette façon l'intérêt pour ce livre. Voilà. Donc, je vais, merci beaucoup. Je vais commencer, je pense, en essayant d'expliquer comment l'idée d'écrire cet ouvrage est née. Ça fait longtemps, en 2010, j'ai eu une invitation à proposer une conférence dans un colloque ici même à l'Université de Rennes 2 où je vous parle. Et il y a eu un colloque qui s'intitulait Failles de la mémoire et qui voulait traiter d'une façon interdisciplinaire et interlinguistique de cas d'absence de transmission de la mémoire collective sociale. Et moi, j'ai pensé tout de suite que, bon, dans le cas du Portugal, la question de la bataille des Trois Rois ou d'Alcácer-Quibir était peut-être un des points où la question pouvait être déclinée. J'ai commencé à me documenter un petit peu pour voir ce que je pouvais présenter et j'ai été surpris de découvrir, et ce n'était pas la première personne à qui cela arrivait, qu'il y avait un grand décalage entre l'idée reçue que j'avais sur la mort du roi Sébastien dans cette bataille ou sur le destin du roi qui était toujours entouré et le reste dans la culture portugaise d'un certain mystère et le décalage entre cette vision, cette idée et reçue et les chroniques et les témoignages de l'époque, donc par les gens qui étaient présents dans la bataille et qui ont écrit il y a plusieurs textes qui se recoupent et qui n'ont aucune ambiguïté sur le fait que le roi est mort et que son corps mort a été identifié le lendemain de la bataille. Il y a plusieurs témoins, on connaît les noms, les circonstances de l'enterrement et tout ça a été documenté très, très fortement. Et donc, ça m'a tellement surpris qu'il y a un moment, j'ai commencé à creuser après cette première conférence et j'ai voulu faire de ça un travail de plus longue haleine. J'ai voulu comprendre, donc évidemment, le sébastyanisme est à l'origine de cette absence de mémoire, ou de deuil, de faire le deuil sur la mort du roi. Ça, je le savais d'emblée, mais après, comment est-ce que cela est arrivé? Donc, c'est de là qu'est partie la recherche. Et rapidement, j'ai compris aussi que il fallait, ça m'a intéressé de voir, de comprendre mieux l'épisode central pour la naissance du sébastyanisme. En tout cas, c'est mon interprétation, qui est justement cet épisode de Venise et qui occupe d'ailleurs les trois quarts du livre. Donc, le livre s'appelle Mort et fiction du roi Sébastien. La mort, c'est la première partie, un quart de l'ouvrage à peu près, et les trois quarts, c'est la fiction dans le sens de simulation d'un autre, de quelqu'un d'autre par un imposteur. Et donc voilà, c'est à partir de cela que le travail est né. Ça, donc une occasion un peu particulière, demande d'une collaboration qui est devenue finalement ma recherche principale depuis cette époque, avec des intermittences. Je n'ai pas tout le temps de travailler sur ce sujet, mais il est devenu principal et surtout les dernières années jusqu'à la conclusion du travail et l'écriture du livre. Après, il y a une deuxième raison qui explique, enfin, pas une deuxième raison, mais mon regard particulier. Pourquoi est-ce que je me suis aussi tellement intéressé à l'histoire? Ça, je pense que ça vient de la position dans laquelle je me trouve, qui est donc quelqu'un j'ai grandi au Portugal, j'ai été formé au Portugal toute ma scolarité jusqu'au master. Et donc, c'est avec cette culture de base que je suis plus tard venu en France et je me suis installé dans la durée. C'est une deuxième vie, enfin, je ne sais pas combien de vies, mais ma deuxième vie depuis longtemps en France. Et donc, il y a ces
ces deux perspectives qui sont banales d'une certaine manière parce que tout le monde qui a connu ce processus de changement d'un pays passe par ça, enfin en tout cas si ça s'installe dans la durée. Donc, disons que mon regard sur cette histoire, sur cet épisode, sur cette problématique, sur le sébastianisme, est totalement marqué par cette double appartenance. Et je pense aussi, voilà, c'est le regard extérieur qui vient se superposer à un regard de l'intérieur qui explique ma façon de voir, mon interprétation, et je pense, j'espère, en tout cas, la richesse aussi de ce travail. Donc, ceci dit, donc, j'explique rapidement la structure du livre, hein, sans entrer dans trop de détails. Donc, comme j'ai dit, mort. Et donc, le point de départ est cette affirmation claire, la mort du roi. Et enfin, la description de cette découverte que je viens d'évoquer. Et comme l'a dit d'une façon très, très claire et très intelligente mon ami et collègue Rui Tavares, qui a aussi fait une thèse ici en France à l'École des hautes études en sciences sociales en même temps que moi, et il a présenté ce livre de Tinta de Chine à Lisbonne en septembre dernier lors de la fête du livre, la foire du livre de Lisbonne. Il a dit, le livre commence par un point final, c'est-à-dire, c'est une originalité, le livre commence par dire le roi est mort, le roi Sébastien est mort dans la bataille, point final. Et donc, je pense que ce point final ouvre effectivement une manière de regarder la question du sébastianisme qui va devenir centrale dans le livre, par l'absence de concession sur le mystère hypothétique de la mort du roi. Et donc, on part du principe d'emblée que le roi est mort, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est après, et voilà, et la question du sébastianisme, du premier sébastianisme, des origines du sébastianisme, devient devient plus intéressante, je pense, à partir de ce constat, de ce point final qui finalement ouvre à une interprétation, j'espère, nouvelle. Sur le sébastianisme, donc, qui occupe le premier chapitre, il s'agit, donc je fais une espèce d'itinéraire avec beaucoup de raccourcis parce que c'est un thème très vaste, hein, comme peut-être la plupart de vous le savez. Et je pars de l'idée que c'est le sébastianisme contemporain, c'est-à-dire construit au 19e et au 20e siècle au Portugal, qui nous a empêchés d'assumer cette mort du roi, de l'avoir, même de la lire dans les sources. C'est ce que Joël Serrão, l'historien portugais, a appelé dans un travail qui date d'avant la révolution de Zaïre, la fin des années 60, le sébastianisme des poètes sans public, qui est une expression que je trouve jolie et éloquente. C'est-à-dire, ce sont les poètes, les écrivains qui ont développé le plus, en tout cas à l'époque contemporaine, le mythe sébastianiste dans leur ambition de se forger un public, d'être important, d'avoir un impact, d'être des espèces de prophètes laïques, enfin, comme on sait que les écrivains ont été à une époque qui n'est plus si récente. Donc, c'est ce sébastianisme des poètes sans public, pour reprendre les mots de Joël Serrão, qui est le responsable le plus récent de l'effacement d'une mémoire de la mort du roi, qui était la mémoire officielle établie, comme j'ai dit, après la bataille des trois rois. Et donc, c'est le sébastianisme. Et après j'ai compris, et c'est intéressant, que les choses ne sont peut-être pas aussi simples, comme si le présent ou le passé plus récent commandait le passé plus ancien, ou obscurcissait le passé le plus ancien, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de moments où cette espèce d'amnésie existe. Et finalement, même après la bataille, comme l'a dit Cristina Costa, la rumeur a circulé
Et après, il y a différents moments où des doutes sont émis sur la mort du roi et on inverse, on remplace à la version officielle une version qui va devenir après majoritaire, qui est cette idée de mystère sur la mort du roi. Mais donc ce premier chapitre est une histoire critique, si vous voulez, ou un itinéraire critique à travers le sébastianisme qui dure, une construction qui dure, enfin, qui se prolonge le long de plusieurs siècles. Et donc aussi avec cette idée de rupture, de discontinuité quand même entre ces différents moments. Le sébastianisme de la fin du XVIe siècle, ce que j'appelle le premier sébastianisme, n'a rien à voir d'une certaine manière avec le sébastianisme de Fernand Pessoa ou d'autres écrivains et poètes qui ont glosé le thème sébastianiste. Il n'a rien à voir parce que la société est totalement différente et aussi parce que même le désir messianique ou les propositions messianiques ne sont pas les mêmes. Sont très différentes. Voilà, donc je parle de cette discontinuité. Il y a un deuxième chapitre dans cette première partie qui est une tentative de reconstituer ce qu'on savait à l'époque sur la mort du roi, ce qu'on a su par les nouvelles, par la transmission de nouvelles, donc où j'essaie d'établir justement cette version officielle, de la reconstituer, et aussi pour mieux comprendre comment est-ce que la rumeur a pu se glisser, par qui. Et je pense que la compréhension de ce que les acteurs de l'époque, les contemporains de la mort du roi savaient, est aussi importante parce que ça nous déplace de nos propres projections. C'est avec les contemporains, avec les acteurs qu'on va essayer de comprendre le sens qu'on pouvait donner à la vérité établie et à la rumeur. Aussi en pensant que la rumeur peut être quelque chose à laquelle on croit d'une façon sincère. Je ne suis pas en train de critiquer les personnes qui ont cru à la survie du roi. Il y avait de bonnes raisons pour croire à cela. Différentes raisons. Bon. Voilà. Et la deuxième partie du livre, la plus importante, et que j'appelle fiction, dans ce sens de simulation, fait le récit dense, détaillé de l'épisode de Venise. Je ne vais pas raconter l'épisode parce que j'ai l'espoir que mon propos et celui de Paolo Teixeira Iumati vous intéresse, donc pour que vous gardiez aussi un peu le mystère ou l'intérêt pour la lecture. Mais d'une façon très, très brève, il s'agit donc de comprendre comment est né cet épisode, avec quel protagoniste, qui est un épisode qui frappe par la richesse, déjà, par la durée, 5 ans. Ça va durer entre 1598 et 1603. Et par aussi la diversité de protagonistes qui sont engagés et que j'essaie de reconstituer. Les Portugais, qui étaient des anciens partisans du Prior-Docrate, de Don Antonio, exilés pour la plupart en France à l'époque, donc en 1598. Et pas seulement des Portugais, des Vénitiens, parce que cette histoire naît à Venise. Donc des gens qui à Venise avaient une envie, un intérêt pour l'histoire du roi Sébastien qui serait vivant, donc qui ont cru, qui ont soutenu, qui avaient un intérêt aussi personnel et politique à soutenir cette fiction. Aussi, et principalement peut-être, l'imposteur lui-même, donc qui était un Calabrais, dont on ne connaît pas beaucoup de choses sur l'origine, l'environnement social, mais qui devient connu à travers cette histoire et dont on ignorerait totalement l'existence si ce n'était pour
cet épisode. Donc, c'était un Calabrais qui s'appelait Marco Tullio Catizzone. Là aussi, je n'ai pas de doute sur l'identité réelle de cet homme. Il a avoué, on a des informations détaillées sur lui dans les procès, dans les documents qui existent dans différents endroits. Et il est né donc il était calabrais, il est né dans une région de montagne, pas très haute, mais de montagne quand même, de Calabre, qu'on peut penser une région isolée, et il est parti à la recherche d'une vie meilleure, sans doute. Il s'est marié en Sicile, et après il est reparti vers l'Italie continentale, vers l'Italie et le nord de l'Italie. En 1598, il est à Venise et il va commencer à annoncer, enfin à dire et à signer des textes comme le roi Sébastien. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour raconter une petite anecdote. Cet été, l'été dernier, je suis passé par le village où est né Marco Tullio Catizzone, ce Calabrais. Et je n'ai pas rencontré, mais je suis en contact avec un architecte de là-bas qui a montré un grand intérêt pour mon livre. Je lui ai envoyé le livre et il est très content de l'existence de ce livre. Bon, c'est quelqu'un qui est curieux d'histoire locale et qui pense aussi que ce livre, enfin, je ne sais pas si entre-temps il l'a lu, s'il parvient à lire le portugais, mais le livre serait une forme aussi de réparation d'une mauvaise réputation de ce village, parce que la personne la plus connue dans l'histoire de ce village est ce faux roi Sébastien. Bon, pour la petite histoire. Et donc, c'était un grand plaisir pour moi d'y aller et avant cela, de faire cette recherche. Je reviens au livre. Et parce que j'ai pu travailler dans des archives portugaises, espagnoles, italiennes et françaises. Et donc, ça a été très enrichissant aussi comme chercheur d'avoir cette expérience internationale européenne des archives. Que j'aimerais reprendre bientôt, j'espère. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le récit. Je pense que mon ami et collègue Paolo va en parler dans sa petite présentation. Merci beaucoup et je reste à votre disposition pour les questions après. Bon, c'est moi maintenant, non? Bon, tout d'abord, je remercie beaucoup à André Bello, ami, collègue, à Isabelle Barros et à Cristina Costa pour l'invitation à participer à ces moments de célébration. C'est pour moi un grand honneur de participer à la présentation de ces livres que je connais et en même temps ne connais pas, car je n'ai lu je ne l'ai lu que dans sa version académique, en tant que thèse d'HDR soutenue à Paris 3. Donc, les réflexions que je vais présenter ici concernent donc la lecture de ce qui est peut-être une version ou une ombre plus ou moins exacte ou déformée du livre. Cependant, en examinant cette belle édition portugaise, très belle édition portugaise, j'ai immédiatement remarqué l'existence d'un délicieux prologue qui m'a semblé ne faire que confirmer mes observations. Ce prologue me semble éclairer un objectif profond d'André, qui remet de l'écriture d'André Bello, de l'auteur, qui remet en question le contexte institutionnel que nous vivons aujourd'hui à l'université, la rencontre entre connaissance et bonheur, d'une manière peut-être pas très éloignée de celle présentée par Théodore Adorno dans son célèbre texte « L'essai comme forme ». Par ailleurs, comme je n'ai pas lu le livre en portugais,
mes observations seront peut-être parfaites pour les commentaires d'André Bello, qui pourra les réfuter et mieux expliquer le livre au lecteur potentiel. Dans quelle mesure l'histoire peut-elle se prévaloir des techniques de narration littéraire? Telle est la question majeure abordée dans ce travail de nature empirique et narrative, solidement ancrée dans des années de recherche d'archives en Espagne, en Italie, au Portugal, en France et au Vatican. Ayant comme centre organisateur une telle question, ce serait un grand paradoxe si le travail n'apportait pas un soin extrême à l'écriture et à sa construction formelle, qui se révèle tout au long de plus de 300 pages déconcertantes, une partie desquelles apparemment consacrée à des détails insignifiants, mais en même temps d'un caractère profondément réflexif et qui de plus parviennent, en raison de sa construction autour d'un suspense, à retenir l'attention du lecteur. Dans quelle mesure l'histoire peut-elle se prévaloir des techniques de narration littéraire? Cette question a reçu de nombreuses réponses au cours de plus de 2 siècles et a été l'un des principaux points du débat théorique portant sur la théorie de l'histoire et l'histoire de l'historiographie au cours des 40 dernières années. Certains des principaux courants historiographiques et des principaux historiens du monde qui forment l'arrière-plan de cet ouvrage ont porté à peu près à partir des années 1980 sur le devant de la scène du débat historiographique la question des limites entre histoire et littérature, en réaction au grand modèle des sciences sociales qui avait orienté l'histoire vers un cadre conceptuel, sociologique ou quantitatif. Ces années ont été formatrices pour la génération d'historiens du monde entier qui, comme moi et André, sont nés au début des années 1970. Je me réfère en particulier à la micro-histoire italienne, au néo-marxisme britannique et à un certain courant de l'histoire des mentalités. La manière dont André Bello présente les relations entre l'histoire et la littérature dans son prologue est tout à fait révélatrice de l'importance de ce que ce contexte a eu pour lui. Il l'écrit. Je crois que la dimension narrative de l'histoire est inéluctable. Il y a une histoire cachée dans les tableaux les plus arides avec des séries de prix et que les frontières entre histoire et littérature existent, mais sont en perpétuel mouvement. À la base de cette tendance, la récupération de la complexité des phénomènes historiques est au cœur du récit construit par André, qui se consacre à scruter jusqu'à l'épuisement les sources liées à tout ce qui concerne la mort de Don Sébastien, roi du Portugal, et en particulier l'épisode du roi imposteur Calabrais, qui a lieu plus de 20 ans après sa mort. L'étude d'André Bello nous offre une histoire connectée qui rompt avec l'approche nationale et non linéaire du sébastianisme, dont il rétablit des dimensions importantes liées à la temporalité et à son imbrication avec les répercussions et appropriations politiques et diplomatiques en Europe du fait qu'il y avait quelqu'un qui prétendait être le défunt roi Don Sébastien. André Bello démontre brillamment que cette dimension temporelle et européenne a joué un rôle fondamental dans la construction du mythe du retour de Don Sébastien, ce qui rappelle d'autres situations en partie similaires, comme celle de la religiosité autour du Père Cicero, Padre Cicero au Brésil, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, également alimentée par un jeu politique, en l'occurrence principalement de l'Église, et son déroulement dans les temps, comme l'a montré Rauf de la Cave. Le remise en cause à partir des années 1980
des discours généralisants de l'histoire sociologique et des sciences sociales ont fait revenir l'événement et l'action des sujets et des individus dans l'histoire, récupérant aussi la question de l'usage des éléments sensoriels et rythmiques dans le récit historique, avec la question du plaisir du texte. Derrière cette narration plus séduisante et plus proche de la production de ce que Roland Barthes a appelé le fait de réel, il y avait aussi un marché potentiel et un dialogue avec un lectorat plus vaste. Ainsi, l'intérêt pour les biographies et pour une histoire plus culturelle a-t-il gagné une nouvelle force à partir du retour du récit d'événements très bien délimités spatialement et temporellement et des thèmes pouvant intéresser un public dépassant les cercles spécialistes. Cet aspect biographique est d'ailleurs présent dans le travail d'André Bell, qui utilise une stratégie prosopographique, bien que laissant de côté les quantifications et autres formes d'analyse davantage liées aux sciences sociales. En effet, il est remarquable de voir comment l'historien construit dans la deuxième partie de son travail un récit doté d'une progression temporelle qui se déploie à partir du suivi de la trajectoire et des points de vue des acteurs historiques, les personnages, dans une intrigue pleine de soupçons, de complots, des rumeurs, d'arrestations, des trahisons, des folies et des passions. C'est vraiment un travail fascinant. L'auteur construit ainsi une sorte de mosaïque de perceptions possibles sur la possibilité ou non de la survie du roi portugais et de son apparition dans les dernières années du XVIe siècle. Pour en revenir au soi-disant retour de la narration dans l'historiographie des dernières décennies, il est intéressant de noter qu'avec lui, l'histoire a repris et réélaboré d'une part sa vocation, pour ainsi dire, présentiste au sens de Marc Bloch et Lucien Febvre. Elle est redevenue, paradoxalement, une histoire plus approfondie dans la mesure où la complexité des facteurs à traiter dans un espace-temps plus limité rendait justice à la multiplicité des facteurs à analyser dans l'histoire totale prônée par les fondateurs de l'école des Annales. Cependant, d'un point de vue théorique, le retour de la narration de l'histoire récit s'est produit de manière concomitante avec la répercussion des questionnements sur le discours de l'histoire en tant que dispositif linguistique et rhétorique émanant des théoriciens tels que Roland Barthes et Michel Foucault, qui ont contribué à démanteler la carapace scientifique de l'establishment académique de l'histoire de l'après-Deuxième Guerre mondiale et sa dérive quantitative. Et avec le temps, sont apparues des théories radicales comme celle de Hayden White et des réflexions, selon moi, plus cohérentes comme celle de Paul Ricoeur, entre autres, qui ont fourni un support théorique pour repenser la relation entre littérature et l'histoire. En même temps, les historiens ont commencé à construire des récits avec plus d'alternatives et des schémas que celui qui promouvait un schisme profond entre méthodologie scientifique et mode d'exposition. Je reprends brièvement ce panorama déjà bien connu pour parler de l'univers des questions qui contribuent à expliquer le contexte disciplinaire et intellectuel que nous pouvons mettre en dialogue avec le travail d'André Bell. Il coche toutes les cases de l'agenda des débats apportés par les courants que je viens de mentionner et dialogue même directement ou indirectement avec la recherche de cette nouvelle histoire, comme dans le cas du remarquable livre de Carlo Ginzburg, Le fromage le vert, qui ont remis en question, par exemple, une vision dichotomique du populaire et de l'érudit. Cette rupture est très bien travaillée dans le travail d'André, qui aborde les correspondances, symétries et relations entre l'univers du bas populaire, des tavernes et boutiques, comme dans le cas du malheureux cordonnier condamné au fouet à 8 ans comme forçat dans les galères,
et l'univers des hautes sphères de la politique, de la diplomatie et de l'Église dans quelques États européens de l'âge moderne par le fil des sources disponibles sur le mouvement qui se forme autour de Marco Tullio Catizzoni. Comme dans les œuvres de Gainsbourg, Peter Burke et Bakhtin, le concept de circularité entre le populaire et l'érudit devient une clé interprétative qui permet de dévoiler un univers de médiation qui permet de dévoiler quelques médiations qui facilitent la compréhension d'aspects avec un grand pouvoir d'illumination du passé. Le travail d'André Bello s'inscrit dans le panorama intellectuel plus large que j'ai esquissé. On le constate par exemple dans son utilisation très consciente des techniques narratives, des connaissances sur la dimension narrative et discursive de l'histoire, comme du langage dans sa lecture critique de sources primaires, qui font sans doute également appel à des stratégies narratives et persuasives. La grande question posée par ce travail me paraît être la suivante. Existe-t-il des possibilités cognitives qui sont explorées lorsque nous adoptons une recherche dont les stratégies et les objectifs sont spécifiquement axés sur l'intérêt du récit, sur la construction des climats, sur des facteurs tels que les changements de rythme, les intensifications du récit, les points culminants, les rebondissements de l'intrigue. Tout cela est présent dans cet ouvrage d'André Bello et le problème de son potentiel cognitif est au cœur de sa réflexion. Cependant, je pense qu'il y a chez lui, à cet égard, une double stratégie, entrer plus profondément dans l'univers d'une époque, ce qui sert à l'objectif de l'historicité, et en même temps construire un récit fascinant, ou du moins aussi fascinant que l'histoire, à la hauteur de l'histoire qu'il a devant lui comme matière première, toujours aussi construite. Je pense que les deux facettes vont de pair dans ce travail et qu'elles s'associent de manière très fructueuse. En ce sens, il est également très intéressant de réfléchir aux citations faites par Bello. La plupart des documents sont paraphrasés et seul ce qui est essentiel au récit est révélé au lecteur. Peut-être l'auteur a-t-il parfois privilégié la narration au détriment de la démonstration et a pensé son travail comme une thèse, bien sûr, mais aussi comme un livre académique qui joue avec la dimension narrative séductrice. Cependant, l'ouvrage s'appuie de plus en plus sur des citations à mesure que la tension narrative s'épaissit et que la boucle se referme pour les défenseurs du roi imposteur. Les citations deviennent alors plus fréquentes, constituant aussi de véritables fenêtres sur le contexte de l'époque. Les citations rendent alors possible la plongée dans les motivations, les hésitations, les angoisses et les rebondissements du comportement et des idées des personnages. Je pense donc qu'il y a un travail très subtil au sein du livre qui n'évite pas des anecdotes, qui les considère comme un élément d'interprétation et qui arrive à les historiciser, à les placer du côté de l'historicité. Une autre dimension qui me semble très bien travaillée dans cette recherche remarquable est celle de l'humour. Ce qui est très évident aussi dans les prologues du livre, qui ressemble un peu au style de Machado de Assis. Et j'ai pensé à ce que tu as parlé de la mort est au début du livre. Oui. Oui, c'est peut-être pas une coïncidence. Dans des situations au demeurant très hilarantes, l'historien adopte une stratégie narrative de description sèche, n'abusant pas des guillemets, par exemple, et laissant au lecteur
la perception de la fragilité de la position des défenseurs de l'imposteur, qui est en fait historique réel et non une attribution de sens a posteriori de la part d'un narrateur qui ferait usage de distorsions pour construire le récit anachronique, recherchant un effet comique de manière intentionnelle. Et en ce sens, je pense que la stratégie adoptée est réussie. L'objectif apparent de ne pas perdre l'humour, de transmettre au lecteur le côté ludique de la découverte des documents et d'explorer des paradoxes et des situations incroyables, conduit l'auteur parfois à des descriptions excessives. Mais tout cela ne diminue en rien l'intérêt et le caractère académique de cet ouvrage, certainement déconcertant, mais aussi séducteur pour le lecteur non spécialiste. L'un des aspects, selon moi, les plus déconcertants du travail de Bello est le fait que la plongée dans les détails et dans la rationalité des acteurs historiques, personnages, ne se fait pas en rompant avec la réalité, mais précisément dans une immersion plus profonde dans cette réalité, d'une autre manière que le récit historique conventionnel. Car il y a certains détails qui sont apparemment inutiles du point de vue de l'explication historique et qui ne semblent avoir de sens que si on le place dans la perspective de la construction de la narration. Cependant, il ne s'agit pas ici de fiction, comme André Bell explique très bien dans son prologue. La passion pour la narration et la rationalité des personnages permettent, de notre côté, une plongée plus profonde dans le contexte historique, ce qui constitue un gain cognitif du point de vue historiographique. Il s'agit donc d'un paradoxe cognitif des relations entre l'histoire et la littérature. La question de la fiction ne se pose à aucun moment. Et en ce sens, l'historien s'approprie la littérature et la dimension narrative selon ses propres fins. Et il traite la matière fictive d'un point de vue strictement historique, au sein de la réalité elle-même, comme une partie de la vision du monde, des manières de sentir, des attentes, des illusions, des désirs, des intérêts, des tromperies et des rêves. Il se trouve que ce rêve implique l'affirmation d'une nation qui se consolidera en tant qu'État-nation dans le monde contemporain, ce qui donne un caractère, à mon avis, beau et déconcertant au récit. Car, pour une part, le récit est celui d'une histoire de mensonge, d'un charlatan, et de la volonté des Portugais du VIe et du début du XVIe siècle de reconquérir leur souveraineté. Cependant, André Bell évite le discours romantique et raconte l'épisode apparemment sans autre passion que celle de l'écriture elle-même, laissant celle-ci le guider dans l'analyse détaillée des aspects les plus comiques, tristes ou terrifiants de cette histoire. En ce sens, la passion est en fait, et paradoxalement, ce qui lui permet à la fois d'inverser les récits mythiques de l'attente du retour du roi Sébastien et de dépasser, me semble-t-il, les autres recherches historiques qui supposent l'existence d'une distinction nette et étanche entre histoire et littérature, comme si cette distinction se résumait à une opposition entre histoire et fiction, ou les récits historiques ou fictionnels qui perpétuent le mythe sébastianiste. Pour en finir, l'ouvrage d'André Bell a une valeur académique indiscutable. Il s'agit d'une œuvre de fine critique historique et d'érudition
qui utilise la narration elle-même comme instrument de critique et qui, de surcroît, parie sur la discursivité comme dimension fondamentale de son travail de critique historique. C'est donc un travail déconcertant et original qui joue avec les frontières mobiles entre histoire et littérature, mais qui apporte une grande contribution au débat académique dans la mesure où elle adopte une stratégie narrative d'élucidation de la construction d'un mythe. Ce que je n'avais encore jamais vu. Il me paraît en effet inhabituel que dans le domaine de l'histoire et des sciences humaines, la critique des mythologies nationales telle qu'elle apparaît dans les ouvrages classiques de Benedict Anderson, de Ernest Gerne et les auteurs compilés par exemple par Romy Bab, se fasse en termes d'incorporation de la dimension critique de la narration à partir d'un dialogue radical avec les techniques littéraires. Car la rupture de la séparation entre histoire et littérature se fait généralement dans le cadre de la théorie et du discours des sciences humaines empiriques explicatives qui problématisent alors la narration plutôt que par la narration elle-même. Je termine voilà mon intervention et en remerciant encore une fois pour l'opportunité de révisiter ce bel ouvrage et aussi d'écouter à nouveau André Bello. Merci beaucoup. Je ne sais pas, bon, je ne vais pas peut-être, je vais peut-être juste remercier cette présentation et je ne vais pas juste dire que, juste une chose, c'est que le côté, je pense que je vais te tutoyer, tu as très bien lu mon côté séducteur. L'écriture comme séduction, c'est quelque chose qui est en moi depuis longtemps et voilà, et le livre essaye de faire ça. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai hâte de lire la version en portugais. Bon, la version portugaise n'est pas vraiment différente de la française dans le sens où, enfin, l'essentiel et le livre est essentiellement le même. Il y a des menus changements, mais rien de substantiel. Après, voilà, l'écriture en portugais pour moi est plus facile. Donc, il y a ce plaisir plus grand d'écrire en portugais, même si écrire en français me plaît aussi. Mais voilà, merci encore. Merci à toi. Bon, je regarde s'il y a des questions de la part des participants. Voyons voir. N'hésitez pas, hein. Nos invités sont là pour vous répondre. Peut-être que moi, je pourrais vous faire poser une question. Là, je vais plutôt du côté de l'historien. Alors, on a vu dans l'histoire qu'il faut établir officiellement que le roi Sébastien est mort et des rituels grandioses ont eu lieu toutefois en absence du cadavre du roi. Pourriez-vous revenir sur cette façon de prouver que le roi est mort? Oui, voilà, la preuve, et c'est un problème, et c'est un des problèmes de la transmission de ce décès, du travail de deuil, c'est l'absence du corps mort du roi, donc l'impossible exhibition. Et donc, ça, surtout, enfin, au moment même où donc il y a, disons que ce qui se passe, c'est que le roi Sébastien a été enterré au Maroc, à Al-Qasr-Kibir même, pour commencer, et après il a été transféré, la dépouille a été transférée toujours au Maroc, à Ceuta, ville qui était portugaise à l'époque, dominée par les Portugais, et quelques années plus tard, à la fin, début de l'année 1581, le roi du Portugal et de Castille, Philippe II, premier du Portugal, fait transférer
la dépouille du roi Sébastien au Portugal, comme c'est pratiquement son dernier acte. Il habitait, donc il a établi résidence à Lisbonne après son acclamation en avril 1581 à Tomar pardon, je me trompais, le transfert est fait au début de l'année 1582. Je corrige. Donc, et cette exhibition du tombeau du roi par le roi Habsbourg, par Philippe II, premier du Portugal, est une façon d'essayer de rendre visible et de répondre, faire taire déjà les rumeurs qui circulaient parmi les Portugais anti-castillans de la survie du roi Sébastien. Disons qu'il y a toute une cérémonie. Donc, il y a des cérémonies réitérées, répétées, pour affirmer la mort du roi. D'abord, sans le corps, sans le tombeau. Mais s'il n'y avait pas eu de ces cérémonies, voilà, c'est indispensable. Ces cérémonies faisaient partie du rituel monarchique. Donc, mais après, voilà, l'exhibition et en plus la dépouille, il y a un cortège qui va durer plusieurs semaines, enfin, je ne sais pas combien de jours, mais donc le tombeau du roi Sébastien arrive par la mer, évidemment, dans le sud du Portugal, à Faro, et de Faro, il va faire tout un pèlerinage par terre, au contraire de ce qui était habituel, qui était que le voyage fasse directement par mer, donc du Maroc à Lisbonne par mer. Non, ils vont débarquer à Faro et exhiber ce tombeau d'une façon itinérante, en passant par Évora notamment, où il y avait d'autres tombeaux qui ont été à ce moment-là transférés aussi avec celui du roi Sébastien à Belém, au Jérônime, au monastère de Jérônime, où le tombeau du roi Sébastien existe. Et là, et voilà, donc, mais vous avez raison de poser la question, tout à fait. Il y a eu le problème de la visibilité de la mort, enfin, de la mort à distance, et d'où aussi la nécessité de montrer le tombeau quelques années après. Très bien. Alors, si j'ose aussi me tourner maintenant vers le professeur Humati, la légende du roi Sébastien au Brésil, je pense qu'il y en a plein de théories. Quelles sont-elles les plus importantes à votre avis? Oh, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Je ne connais que superficiellement les attentes du roi Sébastien au Brésil, par exemple, dans le contexte de la rébellion de Canudos, mais je n'ai pas vraiment étudié je ne connais pas les sources primaires par rapport à la réception, à la diffusion de ce mythe au Brésil. Mais en tout cas, je suis désolé. Non, le spécialiste est André Bello. Non, mais voilà, moi aussi, je n'ai pas grand-chose à dire. On m'a déjà évidemment posé cette question et je ne connais pas non plus l'histoire brésilienne de façon à pouvoir y répondre. Donc voilà, je n'oserais pas non plus dire. La seule chose qui est intéressante, c'est que, enfin, la seule chose qui est intéressante, non. La seule chose que je peux dire, c'est qu'évidemment, la rumeur de la survie du roi Sébastien est entrée comme beaucoup d'autres récits qui circulaient par l'oralité au Portugal est allé au Brésil. Et ça, c'est normal. Enfin, ça fait partie des choses qui ont été transportées par les Portugais au Brésil et qui sont devenues partie de la culture brésilienne ou de la culture de l'Amérique portugaise qui a été transmise jusqu'à l'époque contemporaine pour après devenir quelque chose de certainement très différent.
Et bon, enfin, après, voilà, le sébastianisme portugais, dans mon interprétation, n'est pas révolutionnaire, enfin, en tout cas celui que j'ai étudié, dans le sens où il s'agit de restaurer par la possibilité de la survie du roi une dynastie qui avait été éteinte. Donc, si le roi n'était pas mort, le roi du Portugal, qui était Philippe II, serait un usurpateur, même si non consciemment, inconsciemment. Et donc, il faudrait rétablir la dynastie de Vichy. Et donc, c'est par la voie dynastique que les sébastianistes essayent de prendre le pouvoir, parce qu'il s'agit pour eux de prendre le pouvoir. Et c'est totalement, c'est une cause perdue, si enfin, sans vouloir, enfin, c'est difficile d'imaginer comment est-ce qu'ils auraient pu avoir du succès autour de l'imposture d'un Calabrais. Mais au Brésil, enfin, en tout cas, l'histoire de Canudos, d'ailleurs, enfin, le rôle du sébastianisme lui-même, du roi Sébastien, est un référent, mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de tellement central. Enfin, en tout cas, c'est très éloigné de la figure historique du roi, ce qui est normal, et ça forme une communauté qui est à l'écart, ou qui se pose à l'écart des institutions et de la République brésilienne naissante, et c'est pour ça qu'elle va être fortement réprimée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de différences quand même, ce qui n'empêche pas la référence au roi Sébastien dans le discours du principal chef, qui était Antônio Conselheiro. Je regarde s'il y a des questions. Toujours pas. Bon. Sinon, par rapport à la question du Maroc, pour la bataille des Trois Rois, et même pour après la répercussion qu'il y a eu avec le mythe du roi Sébastien, comment ça se passe pour le Maroc? Alors, là aussi, je ne connais pas suffisamment. Il y a un beau livre qui a été un livre très important pour moi, même. C'est le premier livre que j'ai lu, enfin, que j'ai lu sur cette question de la mémoire de la bataille. C'est le livre de Lucette Valency, qui a été publié, réédité dans une édition relativement récente par Chandaigne, par les éditions Chandaigne. Et donc, voilà, et qui travaille justement sur la question de la mémoire, et c'est l'originalité, l'intérêt du livre, c'est la mémoire de cette bataille dans des sources marocaines et portugaises, et dans différentes traditions, y compris juives, donc musulmanes, juives et chrétiennes. Mais bon, moi, je ne connais pas non plus de première main, et je n'ai pas voulu entrer là-dedans parce que justement le travail de Lucette Valency avait déjà fait très bien, il me semble, cette réflexion. Voilà, j'en profite pour dire aussi, vous annoncer peut-être en première main que ce livre, la version française de ce livre est en préparation, et ce sera exactement les éditions Chandaigne qui ont eu l'amabilité de vouloir publier. Donc, une version qui sera un peu plus courte, dans le sens, enfin, abrégée, pour rendre le livre un peu moins grand et avec un peu moins de notes surtout. Enfin, je vais réduire la partie notes sans effacer, mais réduire. Et donc, je suis en train de faire ça en ce moment. Très bien. Donc, nous avons votre livre ici à la bibliothèque, et il commence à être très consulté. D'accord. Très bien. Donc, je regarde encore si notre public a une question. On a fait peur au public. Non, je pense qu'ils n'essayent pas de le faire. Oui. Est-ce que je peux encore vous poser une toute dernière question par rapport à la croyance et à l'attente créée au niveau de la production littéraire tout au long du XVIIe et XVIIIe, donc c'est le domaine de votre recherche. Est-ce que
cette production littéraire sur le roi Sébastien était au service d'une foi, d'une cause? Comment vous voyez? Alors, je pense qu'il y a, juste comme j'ai essayé de dire au début, je ne vois pas qu'il y ait une continuité entre différents moments d'usage du sébastianisme. Il y a vraiment, les entrées sont très différentes, enfin les façons de reprendre. Et d'ailleurs, je ne les ai pas étudiées parce que le sébastianisme est tellement vaste que voilà, c'est seulement, enfin, c'est impossible de rendre compte de tout ça. Il faudrait, de mon point de vue, étudier chaque histoire, chaque période, et c'est ce qui est fait. Hein. Personne n'a écrit une histoire globale du sébastianisme. Enfin, il y a des très bonnes introductions, mais c'est un monde qui ne finit plus. La question de la croyance fait partie des questions que j'aborde dans le livre. Pour les acteurs, donc moi je me suis posé la question, est-ce que ces gens-là croyaient vraiment que c'était le roi Sébastien? Parce qu'il faut dire, enfin peut-être il faut dire que pour ajouter à parfois la perplexité de cette histoire, en tout cas pour moi, ces gens-là, la plupart des Portugais Sébastien, enfin, qui sont allés à Venise pour se battre, parce qu'il y a un moment où il va être libéré, et il est libéré et expulsé de la République de Venise à la fin de l'année 1600 et en décembre. Et il y a un moment où ils vont voir ce prisonnier qui était resté caché. De ce point de vue-là, l'histoire est intéressante pour l'aspect messianique, et c'est un aspect que je n'ai pas expliqué dans mon introduction, mais une des choses que mon travail essaie de montrer, c'est le rôle que finalement, d'une façon certes involontaire, les pouvoirs ont eu dans le développement du sébastianisme comme croyance messianique, parce que notamment Venise a gardé prisonnier et donc caché au regard cet homme pendant 2 ans. Et donc pendant 2 ans, le fait qu'il soit enfermé dans une prison, qu'on ne puisse pas le voir, a entretenu toutes sortes de spéculations, et notamment les Portugais disaient, mais si c'est le roi Sébastien, enfin s'il n'est pas le roi Sébastien, pourquoi vous ne le laissez pas voir? Qu'est-ce que vous cachez? Finalement, c'est ça qui est derrière, dans un raisonnement qui nous est très familier aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de théorie de la conspiration, et ça c'est clairement un raisonnement conspiratoire, mais qui a du sens. C'est pourquoi vous avez peur de nous le montrer? Pourquoi vous ne nous laissez pas aller le voir en prison? C'est ce qu'il demande avec insistance. Ou pourquoi vous ne le libérez pas pour qu'on fasse une reconnaissance formelle? Et donc il y a une nuit, un soir et une nuit, qui, à plusieurs moments, on va reconnaître, on va voir. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des gens dans le groupe qui sont plus âgés, qui ont vu, qui connaissaient le roi Sébastien, et qui, dans ce qu'il reste de leur témoignage, enfin ce qu'ils ont écrit, ils sont étonnés, enfin ils font état de leur perplexité, de changement physique, je pense qu'on peut dire ça, et donc du décalage entre ce qu'ils attendaient à voir et ce qu'ils ont réellement vu. Mais la plupart des gens étaient trop jeunes au moment de la bataille, ou étaient suffisamment loin du pouvoir pour n'avoir jamais vu le roi Sébastien. Donc, la question de la croyance, c'est une question qui apparaît et que je pousse jusqu'à la fin à travers d'un personnage, comme a dit Paul, le personnage qui est peut-être le protagoniste avec le Calabrais de mon enquête, c'est le frère dominicain Estevão de Sampaio, qui est celui qui porte plus loin le soutien et le risque personnel, parce qu'il va mourir pendu enfin, pas avec, mais quelques jours plus tard, aussi condamné à mort en Espagne, à Sanlúcar de Barrameda. Et donc, il a essayé de libérer le soi-disant roi Sébastien.
Et j'ai la question autour de lui, je pense que la question de la croyance est fondamentale. Est-ce qu'il y a cru ou pas? Parce qu'il, d'un côté, il est très déterminé, il y va. D'un autre côté, il doute. Il doute et je pense que les sources permettent de dire qu'il doute. Donc j'ai été long, mais la question de la croyance est présente. Après, la croyance, plus tard, c'est difficile, j'ai du mal à élaborer. Ce que je pense, oui, c'est qu'à un certain moment, on a cru que le roi Sébastien n'était pas mort, pas par une spéciale foi ou idée mystique, etc., mais parce qu'il y avait tellement de gens qui ont écrit que le roi n'était pas mort, que ça est devenu, je pense que ce que les poètes sans public que j'ai décrit au début, c'est ça. Enfin, et même aujourd'hui, si les gens ne savent pas ou ignorent ou oublient que le roi est mort, qu'il y a un tombeau du roi à Lisbonne, qu'il est très visible, enfin le tombeau. Donc c'est parce que ils croient plus à ce qu'ils ont lu dans les textes littéraires aux sources historiques qu'ils ne se sont même pas donné la peine d'aller lire avec attention. C'est ce que j'ai fait. Et d'autres avant moi, hein. Il faut dire aussi que d'autres personnes avant moi ont écrit des textes en disant, même, je le dis dans le livre, même le cardinal Serger, hein, le cardinal Serger, qui est figure importante de l'Église portugaise pendant l'époque de Salazar et ami personnel de Salazar et pilier de cette alliance Église-État du salazarisme, il a un texte d'un préface d'une de ses études qui parle de la question du tombeau du roi Sébastien. Et il dit, bon, on ne peut pas avoir de doute, il est vraiment mort dans la bataille. Donc, si même le cardinal Serger l'a dit et il a été oublié, ça veut dire que c'était difficile de penser et de dire d'autres choses. Bon, il y a une question. Ah oui, c'est une... alors, c'est Isabelle Oui, 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 oui. Qui nous parle donc de la question oui. est-ce que le corps du roi repose à Limoges? Oui, Oui, je oui, oui. aussi sur un article. Oui, oui. Je parle de ça dans le livre. Et ça, voilà, ça c'est un peu, c'est l'effet d'ignorance aussi, enfin, c'est sans vouloir offenser, mais c'est ce genre de choses qu'on trouve sur Internet. On fait une recherche et on va trouver, moi-même, j'ai trouvé un article dans un journal régional français qui est près de Limoges, donc qui parle de, je ne sais pas comment ça s'appelle, le journal Courrier du Centre, quelque chose du Centre, qui a un article où, voilà, ce serait quand même intéressant s'il était mort et enterré à Limoges, enfin, en tout cas enterré à Limoges. Cette théorie est totalement impossible à prouver. C'est appuyé sur des études érudits du 19e siècle français qui disent qu'ils ont trouvé, enfin, quelqu'un a trouvé une médaille à côté d'un tombeau dans un ancien couvent qui est devenu une fabrique de faïence, comme on l'a fait à Limoges. Le problème, c'est que la médaille aurait les initiales du roi Sébastien, mais la médaille a disparu. Personne n'a vu cette médaille à part le monsieur qui dit qu'il a vu la médaille. Et voilà, enfin, comme preuve, c'est très, très insuffisant. Donc, la possibilité qu'il soit mort à Limoges est totalement démentie. Enfin, il n'y a pas de preuve. Et après, voilà, si on connaît l'histoire de la mort du roi, elle est totalement démentie par l'attestation, par les nombreuses sources qui disent exactement où il est mort. Enfin, exactement. Au champ de bataille, à la sortie de la bataille, à quel moment exactement on ne sait pas, par qui exactement on ne sait pas. Les circonstances exactes de la mort de quelqu'un dans une bataille sont même un roi, sont très difficiles à vérifier, comme on s'imagine. Donc, ce qu'on sait très bien, c'est que, et ça c'est quand même, enfin, ça saute aux yeux, si on peut dire, c'est que les nobles portugais qui étaient captifs
prisonniers fugitifs donc, ont été invités à reconnaître le cadavre qui était identifié comme celui du roi par un valet de chambre du roi, et ils l'ont reconnu. Et ce sont eux qui ont demandé à enterrer eux-mêmes le roi, et ce sont eux qui ont demandé à ce que le roi, enfin la dépouille, soit après transférée dans une église chrétienne, ce qui a du sens. Enfin, un noble portugais ne veut pas que son roi, le corps du roi, soit traité d'une façon. D'ailleurs, ils se sont plaints de la façon dont le corps a été transporté vers eux, c'était indigne. Donc, il y a une valorisation par les témoins du fait qu'ils veulent donner un tombeau digne à leur roi, et qu'il faut absolument respecter quand on interprète les sources. Voilà. Bon, moi, je ne voulais pas lever de doute, mais il est vrai que sur le tombeau à Lisbonne, il a écrit « Si veris e fama ». Oui, mais ça, c'est aussi un discours écrit 100 ans après. Oui. Donc, on sait qu'il y a, normalement, en principe, c'est le comte d'Iriceira, qui est un érudit, un écrivain, et qui a pris appui sur, il a pris une citation de Virgile et fait une épitaphe poétique en latin où il fait une inversion. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Cette épitaphe, elle reflète le moment 1682, au moment où il a écrit l'épitaphe, et pas le moment 1578. Donc, quand plus d'un siècle était passé, et surtout le contexte avait beaucoup changé parce qu'il s'agissait d'une époque où une nouvelle dynastie est au pouvoir, les Bragances, et les Bragances se sont appuyés sur le sébastianisme, pas le sébastianisme original, parce qu'ils disaient que le roi Sébastien était vivant, mais ils se sont basés sur le corpus, les textes, les prophéties du sébastianisme, pour les attribuer au roi, à l'acclamation du roi Jean IV. Donc, c'est aussi ça la force du sébastianisme, c'est que c'est plus la force du prophétisme politique au Portugal, le messianisme politique, qui passe de l'opposition aux Espagnols pendant cette époque à l'acclamation de la nouvelle dynastie, donc qui va servir la construction de la nouvelle dynastie. Et c'est pour ça que de dire que ceux qui ont cru à la mort du roi Sébastien n'étaient pas dépourvus de raison et qu'ils ne se trompaient pas d'une certaine manière, c'est pour ça qu'il veut faire ce jeu. C'est aussi une épitaphe très qui joue sur l'ambiguïté entre survie réelle et vie éternelle. Et donc, il fait évidemment une synthèse subtile, mais il inverse. Il dit que la rumeur, finalement, pour celui qui a écrit cette épitaphe, c'est déjà prendre la rumeur comme une vérité. Parce que voilà, les textes des sébastianistes ont survécu, ont eu un rôle de résistance. Ils ont été gardés, ils ont servi à nouveau. Et ce sont ces textes qui restent. Les textes qui ont établi la mort du roi, ils n'ont eu aucun usage à part à l'époque. Voilà, c'est... Mais j'ai tellement... Je pense qu'on pourrait continuer. Oui. Non, toute l'année à discuter sur ces questions-là. Donc, voilà. Donc, voilà, je pense qu'on va terminer. Merci beaucoup. C'est moi, enfin, c'est la bibliothèque Gulbenkian qui vous remercie. Donc, à tous les deux. Merci. Une fois de plus, un grand merci. André Bell, Paul Teixeira e Mati. À vous tous de nous avoir suivis et à notre collègue Isabelle Barge. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée, sachant que cette rencontre est enregistrée et elle sera diffusée plus tard sur nos réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci Cristina, merci Isabelle, merci André. Merci Paul. Au revoir. Merci. Bonne soirée.